Dans le titre précédent, le code de l'urbanisme définit la notion d'aménagement et les moyens de parvenir à mener cette opération d'aménagement. Et puisque je prends le plan du code de l'urbanisme, j'ai traité cette notion d'aménagement dans les développements précédents, de la vidéo numéro 4. Je vois maintenant, toujours en suivant le plan du code de l'urbanisme, les, les organismes d'exécution. Il y a un titre 2 dans le code de l'urbanisme, après le titre premier qui définit la notion d'aménagement. Il y a un titre 2 consacré aux organismes d'exécution, c'est-à-dire des personnes qui doivent permettre à la collectivité de mener une opération d'aménagement. Ce n'est pas exhaustif puisque dans les développements précédents, j'ai vu que la collectivité publique peut aménager elle-même. Et par exemple, il faut aménager une zone d'activité économique, elle peut le faire elle-même, mais elle peut aussi confier cette mission à un opérateur privé par une concession d'aménagement qui doit être passée selon des règles de publicité et de mise en concurrence, soit les règles applicables au marché, soit les règles applicables à la concession, si l'aménageur, le concessionnaire, supporte un risque. Donc, c'est une manière aussi de réaliser l'aménagement, ça, c'est de la confier à des personnes privées. Mais ici, ce que je vois dans ces organismes d'exécution, ce sera le chapitre 3 dans mon plan, ce sont des organismes contrôlés par les personnes publiques, qui permettent de mener des opérations d'aménagement. Donc, je vais les présenter rapidement, en étant plus ou moins long sur ceux qui appellent peut-être des éclaircissements, un approfondissement. Donc, section 1, les établissements fonciers de l'État. Section 1, les établissements fonciers de l'État. L'article L321-1 du Code de l'urbanisme indique que l'État peut créer des établissements publics fonciers, je cite, pour un enjeu d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable. Vous voyez, on a vu depuis le début de l'année que la politique d'urbanisme est confiée aux communes et aux intercommunalités de plus en plus souvent maintenant, mais l'État ne peut pas s'en désintéresser. Il peut avoir l'ambition de mener des projets d'intérêt général, d'intérêt national. Eh bien, pour les mener à bien, il peut notamment créer un établissement public foncier. Selon le ministère de la Cohésion des Territoires, il y en a une dizaine actuellement en France. Pour ce qui est de la région Île-de-France, il y a un seul établissement foncier de l'État. La mission de l'établissement public foncier consiste à acquérir des terrains qui seront aménagés plus tard pour y construire des logements ou de nouveaux quartiers ou encore des équipements publics. Et on parle de portage de terrain. Pour un temps donné, l'établissement public foncier qui a acquis le terrain va donc posséder ce terrain, le gérer en termes de sécurité, de gardiennage. Éventuellement, il pourra commencer à le préaménager, c'est-à-dire démolir les bâtiments, s'il y a des bâtiments existants, dépolluer, avant de le vendre à la collectivité ou à l'opérateur mandaté par cette collectivité qui va mener l'opération d'aménagement elle-même. Voilà la mission des établissements publics fonciers qui donc accompagnent la collectivité publique, la collectivité territoriale par exemple, dans la définition du projet et favorise l'optimisation du foncier, comme dit le site du ministère de la Cohésion des Territoires, c'est-à-dire regroupement de parcelles. L'établissement public foncier va acquérir les parcelles pour les regrouper et l'établissement foncier a une compétence en matière d'ingénierie foncière. Il sait comment faire pour acquérir, préaménager. Et l'objectif est donc de contribuer au développement de l'offre de logement dans des zones dans lesquelles il y a un besoin, il y a un manque de logement. Je vous disais tout à l'heure, enfin à l'instant, qu'en Île-de-France, il est prévu qu'il n'y ait qu'un établissement public foncier. Cela étant, le Code de l'urbanisme évoque deux établissements publics fonciers à fonction particulière, attachés à l'État. Grand Paris Aménagement, c'est l'article L321-29 et les suivants. Donc, c'est
l'établissement public de l'État qui est chargé de mener l'opération d'aménagement voulue par le président de la République il y a une quinzaine d'années, Nicolas Sarkozy, et l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, article L321-37. Je rappelle que sur le plateau de Saclay est réalisée une opération d'aménagement qui doit notamment accueillir certaines grandes écoles et puis constituer un quartier avec création de transports en commun, etc. Section 2, les associations foncières urbaines. Associations foncières urbaines. Alors, paragraphe 1er, définition. Les associations foncières urbaines, ce sont des associations syndicales régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relatif aux associations syndicales de propriétaires. Ils sont donc régis par cette ordonnance de 2004 ainsi que par le chapitre qui leur est consacré dans le Code de l'urbanisme, article L322-1 du Code de l'urbanisme. Donc, il y a une catégorie plus large qui s'appelle les associations syndicales, qui peuvent d'ailleurs être librement constituées par les propriétaires ou autorisées, ASA, association syndicale autorisée. Ça veut dire que le préfet contraint les propriétaires à s'associer. Donc, voilà la catégorie la plus large qui est régie par une ordonnance de 2004. Et à l'intérieur, il y en a qui intéressent le droit de l'urbanisme. C'est ce qu'on appelle les associations foncières urbaines. Elles sont réglementées par cette ordonnance de 2004 qui est le texte général, mais également par le chapitre qui leur est consacré dans le Code de l'urbanisme. Alors, les associations syndicales de propriétaires, vous les avez déjà rencontrées en droit administratif. En deuxième année, on voit une décision du tribunal des conflits importante, qui est une décision de 1899, Association syndicale du canal de Gignac. C'est un arrêt qui est dans le Gaja. Dans cette décision, le tribunal des conflits avait jugé que les associations syndicales de propriétaires, qui existaient déjà à l'époque et qui à l'époque étaient réglementées par une loi de mémoire de 1865, que les associations syndicales de propriétaires autorisées, c'est-à-dire constituées de manière autoritaire par le préfet pour rassembler les propriétaires, étaient des établissements publics, c'est-à-dire des personnes morales de droit public, dès lors qu'elles possédaient des prérogatives de puissance publique, notamment le pouvoir de lancer la procédure d'expropriation. Cette décision, association syndicale du canal de Gignac, avait été commentée par Maurice Horiou. Il y avait une note célèbre de Maurice Horiou avec cette formule célèbre d'Horiou, Maurice Horiou, H-A-U-R-I-O-U, on nous change notre État. Ce que critiquait Maurice Horiou dans cette décision, c'est que le préfet, autorité publique, avait le pouvoir de contraindre des propriétaires à s'associer dans un établissement public, et pour lui, c'était le contraire de la liberté. C'est le début du collectivisme. Je crois qu'il utilise l'expression dans sa note. De quoi s'agit-il? Eh bien, une association syndicale autorisée se constitue quand des travaux sont nécessaires pour protéger des propriétés, assécher des marais, protéger une propriété contre des inondations. Travaux qui intéressent les propriétaires concernés, les riverains du cours d'eau qui menacent de déborder, par exemple, mais qui intéressent plus généralement la collectivité. Il est préférable d'éviter des inondations, il est préférable que les marais soient asséchés, etc. Et dans le système libéral, on doit compter sur l'accord de chaque propriétaire. La rivière déborde chaque année, il faut que les propriétaires fassent des travaux pour éviter, travaux de curage par exemple, faux cordage, etc., pour éviter ces inondations. Ces travaux sont inutiles si un propriétaire dit « moi, ça ne m'intéresse pas ». Parce que si lui, il ne fait pas les travaux, il dit « moi, je ne suis jamais inondé, mon terrain n'est jamais inondé », eh bien, si les autres propriétaires font les travaux, c'est sa propriété l'année suivante qui sera inondée, ou en tout cas, l'inondation aura toujours lieu. Il faut que les travaux soient faits par tout le monde. Donc, le préfet a le pouvoir, en vertu de cette loi de 1865 et maintenant de l'ordonnance de 2004, d'ordonner à tous les propriétaires de se réunir dans une association syndicale autorisée et d'entreprendre les travaux, de les faire payer au prorata de la surface par chaque propriétaire concerné. Voilà ce qu'est une association syndicale autorisée. Mais il y a aussi des associations syndicales libres qui, là, reposent sur la libre volonté des propriétaires, sans intervention du préfet. Je vous disais, le texte en vigueur au moment de l'affaire Association syndicale du canal de Gignac était une loi de 1865, mais en 2004, il y a une quinzaine d'années, donc il y a eu une refonte des textes. C'est ça le texte fondamental, c'est l'ordonnance
du 1er juillet 2004. Donc, quand on veut régler un litige relatif à une association foncière urbaine, il faut aller voir dans cette ordonnance, mais il faut aussi aller voir dans le texte, dans le Code de l'urbanisme, puisqu'il y a un chapitre consacré aux associations foncières urbaines. Donc ça, c'est la définition. Petit 1, définition. Petit 2, objet. L'article L322-2 énumère les objets possibles de l'association foncière urbaine. À quoi ça sert? Eh bien, l'association urbaine peut avoir pour objet le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes, ainsi que la réalisation de travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires. De quoi s'agit-il? On veut rénover un quartier. Le morcellement de la propriété ne permet pas d'entreprendre des travaux cohérents. Eh bien, on va pouvoir contraindre ou permettre aux propriétaires de se rassembler dans une association foncière pour changer la répartition des propriétés, remembrer, pour constituer ensuite un quartier cohérent. Voilà le premier objet de l'association foncière urbaine. Deuxième objet possible, le groupement de parcelles en vue soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par un bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou à une société de construction d'aménagement. Donc là, l'association foncière se réunit pour un objet qui est à peu près qui est voisin du précédent, pour rassembler des parcelles qui vont être confiées à une autre personne qui va entreprendre l'opération d'aménagement. Troisième objet, la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que la voirie, les aires de stationnement, garages enterrés, chauffage collectif, espaces verts plantés. Donc ce sont des ouvrages collectifs qui intéressent plusieurs propriétaires. Je viens de les énumérer. Donc ces propriétaires se réunissent et constituent une association foncière urbaine pour assurer la gestion de ces équipements collectifs. Autre objet de l'association foncière urbaine, la conservation, la restauration, la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables. Voilà en quelques les objets principaux de l'association foncière urbaine. Alors, pour créer l'association, il faut que le préfet prenne un arrêté, mais le préfet doit obtenir une majorité de propriétaires concernés. D'accord. Ça dépend selon les objets. Pour certains objets, il faut que 2 tiers au moins des propriétaires détenant ensemble au moins 2 tiers de la superficie soient d'accord. Pour d'autres objets que je viens d'énumérer, la majorité suffit. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vous reporterai à cet article. Paragraphe 3, constitution d'office. J'ai vu tout à l'heure que les associations syndicales de propriétaires sont soit libres, c'est ce que je viens de voir pour les associations foncières urbaines, mais parfois, le préfet peut contraindre à la constitution d'une association syndicale de propriétaires. Eh bien, c'est pareil en droit de l'urbanisme. Pour les associations foncières urbaines, c'est ce que je vois dans le paragraphe 3. L'article L322-4 envisage des hypothèses où l'intérêt général impose que le préfet constitue l'association foncière urbaine, alors même que les propriétaires ne sont pas d'accord. Ça vise certains des objets que je viens de voir, par exemple pour le remembrement de parcelles. Pour reconstituer un quartier, il faut qu'il y ait un travail commun des propriétaires concernés. Ils ne parviennent pas à s'entendre, on n'obtient pas la majorité qualifiée exigée, eh bien le préfet pourra la constituer d'office. Je ne dis pas, je ne ferai pas une comparaison complète, hein, mais par exemple, pour prendre un exemple extérieur à la France, le centre-ville de Beyrouth, qui était complètement détruit par la guerre, il a fallu le reconstruire à partir de 90, et il y avait une multitude de propriétaires qui n'avaient pas les moyens individuellement de refaire les travaux nécessaires pour reconstituer le centre-ville et le reconstituer de façon esthétiquement acceptable. Et donc, je ne sais pas sur quelle forme juridique, enfin j'ai une petite idée, mais sur quelle forme juridique cela a été mené, mais il faut dans une telle opération, vous voyez, que l'État impose la constitution d'une association entre les propriétaires pour mener un projet d'intérêt commun. Le préfet peut également donc
constituer une association foncière urbaine d'office contre la volonté des propriétaires pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers. Ceux que j'ai vus tout à l'heure, là, les aires de stationnement, les espaces verts, etc. Sinon, ça va se dégrader. Si un propriétaire dit, moi je m'en fiche, je ne vais jamais dans les espaces verts, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas besoin d'aire de stationnement, il ne se passera rien et ça va se dégrader. Et donc le préfet peut ordonner la constitution d'une association foncière urbaine. Dans ces cas-là, paragraphe 4, droit de délaissement. Un propriétaire voit son terrain englobé dans une association foncière urbaine, cela implique des travaux. Le quartier, par exemple, est dégradé, vous êtes propriétaire de 50 mètres carrés, on va reconstituer le quartier, ça va impliquer des investissements. Le propriétaire peut très bien ne pas avoir les moyens ou le souhait de participer à cette opération. Eh bien, comme d'habitude, j'ai déjà vu dans d'autres exemples, le propriétaire, dont le terrain est englobé dans une association foncière urbaine, dans le périmètre d'une association foncière urbaine, peut exercer un droit de délaissement, c'est-à-dire contraindre la collectivité publique à acheter le terrain par accord amiable. Et si l'accord amiable n'est pas trouvé, le juge de l'expropriation fixera l'indemnité à laquelle a droit ce propriétaire qui ne souhaite pas participer à ce projet d'intérêt commun. Paragraphe 5, les travaux que peut imposer l'association foncière urbaine. Elle est constituée pour ça. L'association foncière urbaine est constituée pour décider de la réalisation de travaux. Eh bien, l'article L322-7 du Code de l'urbanisme donne la liste des travaux que l'association foncière urbaine pourra exiger, imposer. Par exemple, elle pourra déterminer les bâtiments et les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite la destruction, soit le changement d'usage. Les endroits où devront passer les réseaux. Alors après, il y a dans le plan idéal, j'ai une section 3 consacrée aux établissements publics fonciers locaux, une section 4 consacrée aux établissements publics d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, et puis une section 5, établissements publics locaux d'aménagement. Je ne traite pas ces différents établissements publics parce que c'est assez voisin de ce que je viens de dire et le temps nous manque, donc ils apparaissent dans le plan, mais je ne les traite pas. En revanche, je vais vous dire quelques mots dans la section 6, je les ai indiqués parce qu'ils sont dans le plan du Code de l'urbanisme et je ne voudrais pas les passer complètement sous silence, mais je ne les étudie pas de façon approfondie. En revanche, je voudrais dire quelques mots en section 6 des sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national. La société publique locale et la société publique locale d'aménagement ont été créées par des lois il y a une quinzaine d'années. Je crois que c'est une loi de 2004 ou de 2006. Pourquoi le législateur français a-t-il créé ces sociétés publiques locales qui se déclinent dans l'urbanisme en sociétés publiques locales d'aménagement? Eh bien, vous avez dû voir ça dans un autre cours. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les directives en matière de travaux, les directives en matière de marché public et en particulier de travaux, qui fixent des règles de publicité et de mise en concurrence, qui imposent des règles de publicité et de mise en concurrence aux personnes publiques et à certaines personnes privées, ne s'appliquent pas à un contrat conclu entre deux personnes si l'une exerce sur l'autre un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que cette personne qu'elle contrôle exerce l'essentiel de son activité pour la personne qui contrôle. Pourquoi cette règle? Donc, la Cour de justice a posé cette règle, pas d'application des règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu'une personne publique contracte avec une personne sur laquelle elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, dès lors que cette personne exerce l'essentiel de son activité pour la personne qui contrôle. C'est l'arrêt du Conseil de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 novembre 1999, TECAL, T-E-C-K-A-L.
18 novembre 1999. Pourquoi cette règle? Eh bien, pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait 2 personnes. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait contrat. Et donc, dans une situation où une personne n'a pas d'autonomie au point que la personne avec qui elle contracte exerce sur cette personne un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, bah, on peut considérer qu'en fait, il n'y a pas 2 personnes. Il n'y en a qu'une, puisque l'une est complètement sous la coupe de l'autre. Donc, puisqu'il n'y a pas 2 personnes, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de marché, les règles de publicité et de mise en concurrence ne s'appliquent pas. Naturellement, les États ont souhaité pouvoir bénéficier pleinement de cette exception aux règles en matière de marché. Et il y avait un problème, c'est que ces règles ne s'appliquaient pas, le in-house, comme on dit, contrat maison, arrêté CAL, cette règle, cette absence de soumission aux règles de publicité et de mise en concurrence, ne s'appliquait pas dans la relation entre une collectivité territoriale ou l'État et une société d'économie mixte dont la collectivité territoriale ou l'État est actionnaire. Or, souvent, les collectivités territoriales confient des missions à des sociétés d'économie mixte. Une société d'économie mixte, c'est une société, c'est une personne morale de droit privé, mais dont le capital est majoritairement détenu de façon écrasante par des collectivités territoriales, mais il y a un peu de capitaux privés. Et donc, la jurisprudence de la Cour de justice avait dit, attention, le in-house, qui exclut l'application des règles de publicité et de mise en concurrence, ne joue pas quand, dans le contrôlé, il y a des capitaux privés, même s'ils sont minimes. Or, quand les collectivités territoriales sont fréquemment membres actionnaires de SEM, Société d'économie mixte, auxquelles elles aimeraient confier des missions sans avoir à respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Et on ne pouvait pas puisque l'arrêté CAL ne s'applique pas dès lors que dans la société contrôlée, il y a 1% participation résiduelle de capitaux privés. Donc, c'est pour cela qu'une loi, je crois que c'est de 2006, a créé la société publique locale. La société publique locale, c'est une personne morale de droit privé, comme la SEM, mais la différence, c'est que son capital est entièrement détenu par des personnes publiques. Le capital est 100% capitaux publics. Et donc, on dit, voilà, quand une collectivité territoriale confie une mission à une société publique locale, c'était l'objet de la loi de 2006, les règles de publicité et de mise en concurrence ne doivent pas s'appliquer. Là, on est dans la jurisprudence Teccal. C'était la position de la France. On nous dit la jurisprudence Teccal qui exclut les règles de publicité ne joue pas quand dans le contrôlé, il y a des capitaux privés. Eh bien, dans la société publique locale que la loi de 2006 crée, il n'y a pas de capitaux privés. Il n'y a que des capitaux publics. C'est par exemple 20 communes qui créent une société publique locale. Elles ont chacune, ces 20 communes, une part du capital plus ou moins importante. Et puis ensuite, elles peuvent lui confier une mission. Et là, il n'y a pas nécessité de respecter des règles de publicité et de mise en concurrence, puisqu'il n'y a pas de capitaux privés. La jurisprudence Teccal, les conditions posées par la jurisprudence Teccal sont remplies, étant entendu qu'également, la société publique locale devra exercer exclusivement des activités pour ses actionnaires. Ce n'est pas comme cela qu'il faut entendre la jurisprudence Teccal. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu plusieurs arrêts qui ne concernent pas forcément la France. Donc la Cour de justice a rendu des arrêts dans lesquels elle a dû se prononcer sur des contrats conclus entre des collectivités publiques et des sociétés dont le capital était entièrement détenu par des personnes publiques. C'est la situation donc que va viser la société publique locale en France. On peut citer par exemple un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 novembre 2012, CJUE 29 novembre 2012, Econord, E-C-O-N-O-R-D. Dans cette affaire, c'est en Italie, et a été créée une société dont le capital est entièrement détenu par des communes, 36 communes, je crois, et donc il n'y a pas de capitaux privés. Et l'une de ces 36 communes, alors il y en a une qui est plus importante, hein, c'est la commune de Varèse,
c'est au nord de l'Italie, et c'est la commune centre, hein, donc elle a l'essentiel du capital, elle a 173 000 actions, et les 36 autres communes, donc il y en a 37, les 36 autres communes ont 318 actions. Vous voyez, leur participation dans le capital est résiduelle. Varèse, 173 000 actions, donc 99,9% du capital, et toutes les autres, rien, 318 actions. Et l'une de ces communes, autre que Varèse, commande un travail à la société publique ainsi décrite. Elle lui commande le travail sans respecter les règles de publicité de mise en concurrence, en estimant qu'elle est dans la situation de l'arrêt TECAL. Elle confie une mission, elle commande un travail à une société sur laquelle elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné cette solution parce que Varèse, qui a 99% du capital, exerce bien sur la société en cause un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Quand on a 99% du capital, on contrôle la société. En revanche, les 36 autres communes, en ayant 3-4 actions chacune, n'exercent pas sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. Et donc, dans ce cas-là, si elles veulent commander un travail à la société, elles doivent au préalable respecter des règles de publicité et de mise en concurrence et choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, qui ne sera pas forcément celle proposée par la société. Voilà la solution qu'adopte, la précision qu'apporte la Cour de justice dans cet arrêt, qui n'est pas le seul. Et donc, le Conseil d'État, ayant été saisi d'un litige relatif à un travail qui avait été commandé par une commune à une société publique locale, a appliqué les mêmes règles. C'est un arrêt de la Cour du Conseil d'État du 6 novembre 2013. Conseil d'État, 6 novembre 2013, commune de Marsanais-la-Côte. Commune de Marsanais-la-Côte, MARSA2NAY-la-côte, CO, accent circonflexe, TE. Donc, dans cette affaire, c'est une commune qui est actionnaire d'une société publique locale pour 1,076% du capital, donc rien, qui confie une mission d'aménagement à cette société publique locale, en disant, moi, je ne respecte pas les règles de publicité de mise en concurrence, puisque la loi de 2006 a bien cet objet, en créant la société publique locale. On dit, voilà, 100% d'actionnariat public, les conditions d'application de la jurisprudence TECAL sont réunies. Eh bien, le Conseil d'État, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice, que je viens de rappeler, indique que Marsanais-la-Côte, n'ayant qu'1% du capital, n'exerce pas sur la société dont elle est actionnaire un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Si elle veut lui confier un travail, elle doit donc respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Voilà ce qu'il fallait dire sur la société publique locale, que vous avez sans doute vu dans un autre cours. Section 7, l'établissement public de la Défense, Paris-La Défense. L'aménagement du quartier de la Défense, à l'ouest, dans l'ouest de Paris, repose sur un régime dérogatoire. C'est une opération d'intérêt national depuis les fin des années 60. L'article L123-24 du Code de l'urbanisme, l'article L123-24 du Code de l'urbanisme dispose que la modernisation et le développement du quartier d'affaires de la Défense présentent un caractère d'intérêt national. Vous voyez, ça n'intéresse plus seulement les communes de Nanterre et de la Garenne-Colombes, c'est un projet d'intérêt national. Il fallait créer un centre d'affaires en mesure d'accueillir les sièges sociaux à Paris. C'est une volonté de l'État. Donc, ce périmètre du quartier de la Défense est géré non pas par la commune de Garenne-Colombes et Nanterre, mais par un établissement public local à caractère industriel et commercial. Article L328-1, qui s'appelle Paris-La Défense, l'établissement public Paris-La Défense. Dans son périmètre, cet établissement public a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbain et durable dans le périmètre. Donc, il va acheter
des terrains pour construire des immeubles, préempter, exproprier, construire, démolir, etc. Section 8, les organismes de foncier solidaire. Section 8, donc, les organismes de foncier solidaire. L'organisme de foncier solidaire a été créé par la loi Duflot, la loi ALUR de 2014. Il est défini, l'organisme de foncier solidaire, il est défini à l'article L329-1 du Code de l'urbanisme. Je cite cet article L329-1. Les organismes de foncier solidaire ont pour objet, pour toute partie de leur activité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs. Donc, pourquoi avoir créé cet organisme de foncier solidaire? Eh bien, ça part du principe que les gens ont du mal à se loger en France, notamment les gens aux revenus modestes. Pourquoi? Parce que le logement est rare, coûteux. Pourquoi le logement est-il si cher? Eh bien, essentiellement, parce que le foncier, le terrain, est cher. Pour construire en région parisienne, construire l'immeuble, ça coûte cher, mais ce qui coûte cher, c'est déjà d'acquérir le terrain. Donc, l'organisme de foncier solidaire doit permettre de jouer sur ce prix du foncier pour réduire le coût des logements. L'organisme de foncier solidaire, quand il est créé, doit être agréé par le préfet de région. Le préfet de région doit dire « oui, je suis d'accord ». Donc, il vérifiera qu'il remplit bien les missions qu'on attend d'un organisme de foncier solidaire tels qu'ils ont été précisés par la loi Duflot et qu'il respecte certaines conditions. Par exemple, son objet doit être autre que le partage des bénéfices. Un organisme de foncier solidaire n'est pas créé pour se partager des bénéfices entre les différents membres. Il y a des règles de gouvernance, des règles de gestion. Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme. S'il fait des bénéfices, ça doit permettre d'acquérir d'autres terrains pour constituer du foncier et créer des logements. Alors, dans ce mécanisme, l'organisme de foncier solidaire est propriétaire du terrain, donc il acquiert un terrain et il en est propriétaire, et il va consentir à son locataire, dans le cadre d'un bail à longue durée, le soin de réaliser des logements ou de réhabiliter. Logements qui seront loués à des loyers intéressants. L'organisme de foncier solidaire, je vous le disais, donc, a pour objet d'acheter des terrains et il peut bénéficier de terrains à des prix intéressants. Vous savez que normalement, quand une personne publique vend un bien de son domaine privé, un terrain, elle ne peut pas consentir de libéralité. Elle ne peut pas vendre normalement un terrain au prix de l'euro symbolique. Il y a un principe d'interdiction pour la personne publique de consentir des libéralités, comme on dit. Vous avez dû voir ça en troisième année en droit administratif des biens. Eh bien, il y a des exceptions. Et l'article L 3211-7, article L 3211-7 du CG3P, Code général de la propriété des personnes publiques, permet à l'État de consentir une décote sur la valeur vénale d'un terrain quand l'acquéreur poursuit une mission d'intérêt général. Et quand il s'agit de l'objectif est de construire des logements sociaux, cet article prévoit que l'État peut donner le terrain. La décote peut atteindre 100% de la valeur vénale du terrain. Donc vous comprenez, si un organisme de foncier solidaire acquiert un terrain de l'État gratuitement, ça lui permet ensuite de construire des logements pour pas cher. Il n'y a plus que le coût du logement, le coût de la construction. Alors, l'organisme de foncier solidaire créé par la loi Duflot va donc consentir un bail réel solidaire. C'est lié. Le bail réel solidaire est conclu entre l'organisme de foncier solidaire et un opérateur qui s'engage à construire un logement ou à réhabiliter, ou un particulier qui occupe le logement, ou un bailleur HLM qui va pouvoir mettre à disposition le logement à sa clientèle. Et le bail est conclu, c'est une de ses particularités, le bail réel solidaire qui a été créé par la loi Duflot, est un bail de longue durée, 18 à 99 ans. Vous voyez, normalement, quand vous louez un appartement, ce n'est pas ce prix-là, hein, ce n'est pas cette durée.
et il pourra être prolongé de la durée initiale à chaque mutation. L'organisme foncier solidaire dispose d'un droit de préemption sur le bâti lors de chaque mutation, lui permettant de mettre fin au bail après indemnisation de la valeur des droits réels. Naturellement, le locataire ne pourra pas, le bénéficiaire du bail réel solidaire ne pourrait pas profiter du loyer très favorable qui lui était consenti, du bail longue durée, pour lui-même faire des bénéfices. S'il remet le bien sur le marché, il ne peut l'offrir que sans faire de bénéfices. Plusieurs communes utilisent déjà ces dispositions, par exemple Paris, bien sûr, qui permet la construction de logements par un organisme de foncier solidaire permet de minorer le coût du logement de 40% à Paris. Naturellement, le bail réel solidaire est réservé à des logements, à des ménages qui remplissent des conditions de revenus. Il ne faut pas dépasser certains plafonds, qui est de à peu près 41 000 € de revenus fiscal pour un couple avec 2 enfants. Le bail réel solidaire a également été utilisé à Lille, dans le centre-ville de Lille. Et là encore, les logements sont commercialisés à 2 150 € le mètre carré, soit une économie à peu près de 40% par rapport au prix du marché. Vous voyez, le but recherché semble atteint, c'est de rendre les logements plus accessibles pour une clientèle qui a des revenus modestes. Section 9, la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. SEMAOP, Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. Cette société d'économie mixte d'aménagement à opération unique a été créée par une loi du 1er juillet 2014. Pourquoi a-t-on créé ce dispositif? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, quand une collectivité territoriale, quand plusieurs collectivités territoriales ont créé une société d'économie mixte, c'est pour lui confier des missions, un objet. Et par exemple, plusieurs collectivités territoriales deviennent actionnaires d'une société d'économie mixte dans le but de réaménager un port, par exemple. Eh bien, il y a d'abord la constitution de la société d'économie mixte et il y a des travaux qui sont l'aménagement du port. Quand la collectivité crée la SEM, elle sait qu'elle l'a créée pour aménager le port. Or, les règles européennes en matière de marché public imposent d'organiser une publicité de mise en concurrence. Vous ne pouvez pas confier des travaux d'aménagement d'un port sans respecter des règles de publicité de mise en concurrence et choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais ici, je l'ai dit, les collectivités territoriales ont créé une SEM pour lui confier cette mission. Elles n'ont pas envie d'organiser une publicité alors qu'elles savent que c'est à la SEM qu'elles veulent confier cette mission. Et donc, c'est à ça que sert la SEM à opération unique. Quand des collectivités territoriales ont le projet de mener une opération d'aménagement et de constituer une SEM, donc avec un actionnaire privé, puisque dans une SEM, il y a un actionnaire privé, SEM à qui elles vont confier une mission d'aménagement. Eh bien, la SEM à opération unique permet de choisir dans la même opération l'actionnaire privé et de confier à la SEM la mission d'aménagement, par exemple, dans mon exemple, l'aménagement du port. Donc, ça implique que, parce que les règles de publicité et de mise en concurrence sont imposées par le droit de l'Union européenne, ça implique que le choix de l'actionnaire privé de la SEM fasse l'objet d'une mise en concurrence. Et dès lors qu'on a respecté cette mise en concurrence pour choisir l'actionnaire privé, on peut confier à la SEM constituée par les collectivités territoriales avec cet opérateur privé, on peut, avec cet actionnaire privé, confier ensuite la mission d'aménagement à la SEM sans respecter à nouveau les règles en matière de marché. C'est pour ça, donc, c'est une loi de 2014 qui crée cette SEM à objet unique. Et dans le code, je crois que c'est les articles L 1541-1 du Code général des collectivités territoriales,
et suivants, sans doute, où il y a un très long article L1541-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc la procédure de mise en concurrence, qui va permettre, dans un même mouvement, de choisir l'actionnaire privé qui sera membre de la SEM et de lui confier la mission. Les deux éléments feront l'objet de la mise en concurrence. La collectivité territoriale lance une procédure de mise en concurrence et dit voilà, nous envisageons de créer une SEM pour aménager un port. Nous attendons les offres des personnes privées qui souhaiteraient devenir actionnaires à l'effet d'aménager le port. Vous voyez les deux éléments. Et donc choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Voilà donc les différents organismes qui permettent de mener une opération d'aménagement quand la collectivité souhaite conserver la mainmise sur cette opération. Dans la prochaine vidéo, je verrai le financement de l'aménagement. Ce sera un chapitre, je crois que c'est le chapitre 4.